Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Rachel Ouncinou, Grégory Silini et notre éditorialiste Alfred Chango. On ouvre à présent notre grand angle économique. C'est un coup de pouce qui peut changer une vie. Cette année encore, la Fondation Tony Elumelu s'apprête à accueillir 1000 entrepreneurs, des entrepreneurs qui bénéficieront d'une formation, d'un mentorat et d'un financement à hauteur de $1000. Les détails avec Siam Le Victoria Seji. Depuis 2015, la Fondation Tony Elumelu s'est engagée à promouvoir l'entrepreneuriat. Le programme est un engagement de $100 millions sur 10 ans visant à identifier, former, mentorer et financer 10 000 entrepreneurs africains. En 2019, plus de 215 000 candidatures ont été examinées contre 20 000 en 2015. Ce 22 mars, les 1000 candidats sélectionnés pour cette 5e édition sont dévoilés. Plus de 215 000 entrepreneurs de 54 pays africains ont postulé contre 151 000 l'année dernière. La participation des femmes a augmenté de 62 000 en 2018 à 90 000 en 2019. Ces chiffres croissants témoignent du désir brûlant de l'entrepreneur africain de développer notre continent. Ainsi, la Fondation autonomise chaque année 1000 entrepreneurs ambitieux, lesquels bénéficient d'un capital d'amorçage non remboursable de $5 000 et d'autres avantages leur permettant de promouvoir leurs entreprises auprès d'un public international. En 2018, la Fondation a lancé TEF Connect, hub numérique de l'entrepreneuriat en Afrique, connectant plus de 400 000 utilisateurs. Le programme de la Fondation Tony Elumelu apporte beaucoup dans l'univers entrepreneurial avec déjà le financement qui est un gros problème pour les néo-entrepreneurs et en plus la formation de qualité. Le fait aussi de croire en la jeunesse africaine ou bien au projet et surtout le volet où on croit au projet. Il y a des gens qui ont été sélectionnés à cause du projet, pas parce qu'ils ont de grands diplômes. À ce jour, la Fondation Tony Elumelu a autonomisé directement 4000 entrepreneurs africains et indirectement 470 autres. Avec l'appui de ses partenaires, elle souhaite toucher des entrepreneurs supplémentaires en dehors de l'engagement annuel. Rachel, quelle appréciation faites-vous de ce programme annuel d'entrepreneuriat lancé par la Fondation Tony Elumelu? Alors déjà, c'est une excellente initiative. Je pense que c'est le seul programme, en tout cas, de financement pour les entrepreneurs qui touche l'Afrique dans sa globalité, aussi bien l'Afrique francophone que l'Afrique anglophone. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager et c'est vraiment une excellente initiative. Alors, plus de 215 000 personnes, on l'a entendu dans le reportage, 215 000 entrepreneurs ont postulé cette année contre 151 000 l'année dernière, avec une forte augmentation de la participation des femmes qui est passée de 62 000 en 2018 à 90 000 en 2019. Grégory, qu'est-ce que cela témoigne déjà par rapport à ce programme de la Fondation Tony Elumelu, mais surtout par rapport à l'entrepreneuriat en Afrique? Ça montre un fort positivisme, c'est ce qu'on défend un peu, c'est l'afro-positivisme qu'on veut pour notre continent. De toute façon, quand on regarde un peu les différents rapports qui peuvent se faire sur l'Afrique, on est toujours toujours aussi optimiste, que ce soit au niveau de la population, qui va être très importante en 2050. On sait que nos économies vont être aussi très très florissantes en termes de croissance, et on sait aussi qu'on est un continent qui est très jeune. Donc là, finalement, ça répond à toutes ces thématiques qui sont très importantes pour le continent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la fondation de Tony Elumelu est arrivée, je crois, en 2014 et c'est en 2015 qu'il y a eu l'édition. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est en termes de marqueurs, en 2014, si on regarde par exemple l'un des marqueurs de nos économies, c'est qu'en 2014, c'est là où il y avait la chute du prix du baril de pétrole. On sait qu'on a parlé du Gabon tout à l'heure, qui est un pays pétrolier, que beaucoup de nos pays sont toujours tributaires des hydrocarbures et toujours des matières premières. Et finalement, avec cette fondation-là, on va sur un autre point de l'économie, à savoir l'entrepreneuriat, les start-up, et on défend finalement la promotion de notre jeunesse avec une diversification de l'économie pour arriver à d'autres stades, que ce soit le secteur secondaire ou le secteur tertiaire. Donc forcément, on ne peut que louer cette démarche-là, et malheureusement, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on voudrait plutôt des Tony Elumelu. Il ne faudrait pas qu'il n'y en ait qu'un seul, mais qu'il y en ait plusieurs, parce que
Tony Elumelu, je crois, il a 26e... C'est le but justement de ce programme, hein, c'est de permettre à d'autres Tony Elumelu d'émerger de part et d'autres du continent. Alfred, je reviens à vous dans quelques instants. Un mot peut-être sur les critères de sélection des lauréats. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est sélectionné par cette fondation? Alors, déjà, c'est un appel et une confiance vers la jeunesse africaine, masculine, féminine, pour la promouvoir, parce qu'il y a cette prise de conscience chez Tony Elumelu de cette nécessité justement d'impliquer la jeunesse dans le développement de l'Afrique. Car c'est la première ressource finalement digne de ce nom de l'Afrique. Et c'est cette ressource-là qui peut permettre à cette jeunesse justement de pouvoir s'impliquer dans la vie réelle et puis apporter sa contribution au développement de l'Afrique. Alors les critères, ce n'est pas seulement les critères de diplôme, mais c'est surtout de projet et de volonté de s'impliquer justement dans l'entreprise, dans la volonté d'entreprendre. Tony Elumelu est parti de sa propre expérience. Bien sûr les diplômes, et puis cette idée qu'il faut effectivement dans la banque, et ensuite de se dire, moi j'ai réussi parce que il y a eu toute une série d'appuis de soutien que j'ai obtenus, à mon tour justement de redistribuer, de remettre cela, de le mettre à la disposition de la jeunesse africaine. Donc, mais vraiment c'est ce critère-là. Et en même temps, une fois que les dossiers sont déposés, de dire on sélectionne. Parce que les candidats, non seulement ils envoient le dossier, ensuite ils viennent présenter publiquement, hein, ceux qui sont sélectionnés, hein, présentent leur projet, etc. Donc il y a cela. Et ensuite, chez lui, il y a cette idée qu'il ne suffit pas de sélectionner. Encore faut-il accompagner, parce que dans la plupart des pays africains, les politiques qui ont été mises en place pour l'initiative jeunesse s'arrêtent quelquefois simplement au financement, et encore, les financements sont terriblement compliqués. Lui s'est dit, non seulement je mobilise, on sélectionne, mais on mobilise aussi les moyens pour leur permettre, dans un premier temps justement, pour leur mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, pour leur permettre justement de se faire connaître, problème de communication, de diffuser l'information sur leurs entreprises, de sorte que, tant au niveau national qu'international, ils puissent justement avoir une forme de visibilité et éventuellement... Il y a un vrai travail d'accompagnement des entrepreneurs. Oui. Allez-y, Monsieur Grégory. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin, quand je disais des Tony Elumelu, c'est aussi d'autres milliardaires, d'autres investisseurs qui puissent aussi avoir la même démarche pour que ce soit une démarche où je pense que ce qu'on des fois on minimise un peu, c'est qu'on a trop tendance à attendre des pouvoirs publics et des États alors que le secteur privé a toute sa place. C'est ce qu'on voit avec la réussite finalement de cette fondation-là. Donc c'est là où je pense qu'il y a un véritable enjeu pour l'Afrique et en tout cas pour permettre à cette jeunesse d'éclore. Alors Rachel, l'entrepreneuriat s'impose aujourd'hui comme la principale solution finalement au chômage. Quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui si on veut entreprendre sur le continent, et est-ce que ces secteurs sont en accord aujourd'hui avec les secteurs que ciblent les jeunes justement qui soumettent leur dossier à cette fondation? Alors aujourd'hui, les secteurs qui sont très porteurs en Afrique, ça va être premièrement le secteur de l'agriculture et tout ce qui a trait à l'innovation avec justement l'avènement de l'ère du numérique. Donc ça va être l'élevage, tous ces secteurs-là qui malheureusement ne font pas rêver forcément la jeunesse, parce que dans nos cultures en tout cas, on rêve tous de porter un beau costume, on rêve tous d'être derrière un bureau, et pourtant ce n'est pas forcément les premiers secteurs en tout cas qui sont porteurs et qui peuvent permettre à ces jeunes-là de tenir d'être pérennes en fait dans leur business. Alors, j'ajouterais que simplement ceci, au-delà effectivement de ce secteur qui est extrêmement porteur, mais qui n'est pas investi, mais d'ailleurs qui a été abandonné par la plupart des États. On parle toujours ici de l'insécurité alimentaire, etc. C'est parce que le secteur agricole a été abandonné complètement. Et donc, on est dépendant de importations de produits vivriers alimentaires de l'extérieur. Donc il y a cela. Mais la plupart des jeunes qui sont engagés là
sont dans l'ère du temps, au fond, c'est-à-dire le numérique. C'est le secteur, mais le plus porteur. En tout cas, pour ces jeunes-là, ils sont tous dans ce secteur-là. Parce que, au fond, l'Afrique est entrée là-dedans, bien malgré elle, et que pour la jeunesse, mais oui, il faut exploiter à fond ce secteur-là, de la finance, de la banque, etc., de tout ce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent apporter comme plus-value, et donc ils sont engagés dans ce secteur-là. Et pour moi, je crois que c'est fondamental aussi. Alors, figurez-vous, Alfred, que ces dernières années, hein, dans le cadre du programme Tony Elumelu, l'agriculture est arrivée en tête des secteurs d'activité choisis par les entrepreneurs. Grégory, on peut dire qu'il y a une espèce de prise de conscience finalement de ces jeunes. Oui, bien sûr, il y a une prise de conscience. Puis aussi, il y a un autre indicateur qui est aussi parlant, c'est le fait qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça provient d'un entrepreneur nigérian, mais c'est toujours l'Afrique anglophone qui est davantage représentée dans le panel, en tout cas, des candidatures qui sont... Là, on va dire que c'est peut-être l'Afrique francophone qui soumet le plus de dossiers faisables, parce que c'est un critère de sélection, c'est la faisabilité. Oui. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'il y a, je pense, une exemplarité, en tout cas, à regarder à ce qui se passe au sein des pays anglophones africains, où l'entrepreneuriat et la jeunesse francophone africaine, en tout cas, je pense, doit avoir davantage de mimétisme sur ce qui peut se faire, en tout cas, chez les... Là, je ne suis pas... Ouais, allez-y. Et puis surtout que les plus grands modèles de réussite, hein, excusez-moi de... Les plus grands modèles de réussite, en tout cas dans le milieu anglophone, comme vous dites, ce sont surtout des personnes qui ont entrepris dans le secteur alimentaire. Les gens consomment tous les jours, les gens mangent tous les jours, et on connaît l'exemple de Dangote, par exemple, qui a inspiré beaucoup de jeunes. Donc c'est peut-être pour ça que l'agriculture est quelque chose qui parle de plus en plus. Alfred, alors sur cette question de représentativité entre anglophones et francophones, comment expliquer justement que les francophones représentent à peine 10% des entrepreneurs sélectionnés? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'entrepreneurs dans ces régions, ou comment on peut expliquer cela? Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où la jeunesse francophone... D'abord, moi, je suis toujours circonspect quand on oppose les deux modèles et le type, justement, de... En Afrique anglophone, effectivement, quand on regarde l'évolution politique et la situation politique, le climat des affaires, effectivement, c'est différent de ce qui se passe en Afrique francophone, où le poids de l'État est beaucoup plus important, mais ce même État qui ne met pas les moyens à disposition de cette jeunesse. Mais il y a des cas exceptionnels, comme ces jeunes Camerounais qui découvrent, qui fabriquent, qui inventent justement un cardiopathe, par exemple. Il y en a qui sont dans le domaine justement de la téléphonie mobile au Congo, etc. Donc il y a des initiatives, des drones qui existent. Donc c'est simplement que le cadre des affaires n'est pas assaini assez suffisamment dans les pays francophones. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'entraves aussi, au point que, mais oui, les Tony Elumelu francophones, ils ont peur déjà d'investir, parce qu'ils se disent, si je commence à me montrer, peut-être que Paul Biya, il va me taper dessus, et donc je préfère être discret, faire mes affaires tranquilles, et donc comme ça, on ne me dérange pas. Et donc ça défavorise justement cette jeunesse-là francophone. Mais il y a des exceptions aussi, comme dans des pays comme le Rwanda, où tout cela est favorisé. Il y a ces dynamiques qui existent là-bas. Mais je pense que on pourrait aller au-delà de ça si effectivement il y avait un peu plus de libéralisation politique dans les pays francophones, si on assainissait ce climat des affaires aussi. Et puis, au niveau des formations,
j'ai l'impression que dans l'Afrique francophone, on est resté encore dans ce système hérité de la colonisation, des formations de droit, d'économie, de philosophie, des arts et lettres, etc. Alors que de l'autre côté, on est plus pragmatique, hein, c'est les sciences des affaires qui poussent justement à investir dans les affaires. C'est le self-made man. Exactement. Alors, le programme Tony Elumelu en est à sa 5e édition et compte déjà 4 470 bénéficiaires auxquels viendront donc s'ajouter 1000 nouveaux bénéficiaires. Mais Grégory, est-ce qu'on a déjà des retombées palpables en termes notamment de création d'emplois sur le continent ? C'est vrai que c'est là qu'on n'a pas vraiment encore suffisamment de recul, en tout cas pour voir la réussite de ces entrepreneurs qui ont été choisis avec une sélection très drastique, j'ai envie de dire. Mais permettez-moi juste de répondre à ce que vient de dire Alfred par rapport à cette comparaison qui est faite entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Parce que finalement c'est en lien avec toute cette démarche entrepreneuriale. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, en effet, oui, je pense que dans le système éducatif qui est prôné, notamment en Afrique francophone, il y a encore toutes ces représentations qui ont été énoncées à juste titre tout à l'heure et qui participent finalement à cette culture bureaucratique, cette culture de l'appareil étatique qui fait qu'aujourd'hui l'ascension sociale peut émerger que par ce paradigme-là. Et aujourd'hui finalement, c'est pour ça que quand on regarde et on analyse un petit peu les deux systèmes, on voit quand même une différence dans pas mal de pans, même si c'est vrai qu'il y a des start-up qui sont en train d'émerger au Burkina Faso, dans des pays d'Afrique de l'Ouest qui sont notables, qui tentent, mais on peut dire quand même qu'une sorte de locomotive en tout cas est plus existante dans les pays anglophones. Oui, je pense effectivement qu'il y a cette dynamique-là, mais je ne désespère pas qu'il y ait cette prise de conscience parce que aussi, alors en dehors de la fondation, mais il y a quand même des initiatives qui sont prises par des pays comme le Maroc qui forment aussi beaucoup des jeunes francophones, subsahariens et autres. En Tunisie, pareil. D'autres vont vers l'Afrique du Sud. Et là encore, pour former les élites africaines de demain. Donc, je crois qu'il y a des initiatives qui existent, mais on aimerait effectivement qu'il y ait aussi, comme ça, des figures francophones qui émergent pour dire, mais voilà, je mets au service de cette jeunesse africaine dans son ensemble, parce qu'il ne trie pas, il ne dit pas, c'est uniquement réservé aux anglophones. C'est toute l'Afrique qui est représentée. On a parlé des anglophones, des francophones, mais aussi les lusophones. Exactement. Voilà. Et puis aussi, en ce moment, je sais que notamment au Bénin, il y a Sema City, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une cité de l'innovation qui est en train d'être mise en place par le président Patrice Talon, où Tony Elumelu est un partenaire actuel où plusieurs jeunes sont sélectionnés. Alors heureusement ça sauve, parce que Talon, c'est plus vraiment, il a perdu tout le charisme et le leadership qu'il avait. Enfin, je referme la parenthèse. Allez-y, terminez. Non, mais c'est simplement pour dire que oui, il y a ce dynamisme-là qui est en train d'être mis en place, en tout cas dans d'autres pays d'Afrique francophone. De toute façon, là, la Fondation touche 54 pays. Ils ont dit pareil l'année dernière. Donc, de toute façon, là, c'est parce qu'on a un peu plus développé pour voir un petit peu les différences qu'ils peuvent avoir. Mais après, c'est vrai, ce qui est vraiment louable, c'est que ça touche toute l'Afrique. Et en tout cas, on en voudrait beaucoup des démarches comme celle-ci pour le compte. Ah oui, ça peut être un modèle contaminant, mais alors, au sens mais vraiment le plus dynamique du terme dans toute l'Afrique, ça serait vraiment l'idéal pour la jeunesse africaine. Parce que, mais enfin, quand on entend tous les discours qui sont tenus, par exemple, au niveau de l'Union africaine, des chefs d'État, la jeunesse de l'Afrique, c'est la bombe de demain et des choses comme ça, mais mettez les moyens, justement, pour que cette jeunesse-là puisse se retrouver. Or, on est resté au niveau du verbe, et la différence est là justement parce que Tony Elumelu, mais c'est vraiment des actes, c'est concret pour dire voilà ce que nous faisons pour cette jeunesse africaine. Malheureusement, oui. Et puis aussi, ce qu'on n'a pas souligné, c'est qu'il n'y a pas toute cette intermédiation en fait, il y a un financement direct qui fait qu'on a plus de visibilité, et c'est ce qu'on déplore souvent, c'est qu'avec tous les montages, finalement, l'argent n'arrive jamais aux populations. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Eh bien, merci à tous les trois pour ces précisions. On marque à nouveau une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.